Bonjour, chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Je reçois aujourd'hui notre plus fidèle collaborateur, David Saint-Onge de Tout sur Bitcoin, pour parler d'un article qui a été publié. Donc, David a coécrit avec un collectif nommé Les Déchaînés, qui a été publié dans Le Devoir et qui s'intitule « Le Québec est comme un chevreuil sur l'autoroute devant le Bitcoin ». Donc, qui appelle le Québec à s'informer, mais aussi à s'impliquer dans Bitcoin de diverses manières. Donc, j'ai invité David pour parler de cet article et on va y aller avec la première question par rapport à cet article-là. Pourquoi, David, votre collectif a senti le besoin d'écrire cet article? C'était quoi vos motivations finalement? Oui, excellente question parce que si on est un pur Bitcoiner, là, maximaliste ou les Bitcoiners qui sont, la frange de Bitcoiners qui sont plus libertariens, qui sont plus à droite, on va se demander pourquoi on voudrait que l'État s'implique là-dedans. Donc, on a le droit de se demander pourquoi on voudrait publier une lettre pour que l'État s'implique dans Bitcoin. Bon, de un, on le voit à l'international, il y a énormément de juridictions qui s'y intéressent en ce moment, des dizaines. Il y a Trump, l'avenue de Trump aux États-Unis qui en parle. D'ailleurs, il va y avoir un sommet. J'ai vu ça, je viens juste de voir ça passer là, dans The Hills. Il va y avoir un sommet le 7 mars en lien avec la crypto. Dommage que ce soit en lien avec la crypto en général, mais bon, ça, c'est pas nous qui décidons. Et oui, je pense qu'il faut en parler. Et donc, c'est mon ami Jérôme Lebel qui a initié l'idée. C'est lui qui a composé le cœur là, de la lettre, puis on l'a évidemment travaillé en groupe. On a senti qu'il fallait on trouve que les instances, les autorités au Québec sont muettes sur le sujet depuis des années. Par exemple, Hydro-Québec, par exemple, la Caisse de dépôt, par exemple, Fitzgibbon qui dit que Bitcoin, c'est du passé, c'est dépassé, ce qui est absolument faux. Là, on voit qu'il y a de l'effervescence dans ce domaine-là. Donc, on a construit cette lettre pour que ce soit un peu une étincelle pour lancer le débat. Après, si tu me demandes, moi, personnellement, si je voudrais que le gouvernement québécois s'immisce dans Bitcoin, c'est pas son rôle. Par contre, au Québec, on a choisi d'avoir une société d'État, que notre société énergétique soit une société d'État, un monopole. Et il y a un lien à faire, on en parlera, entre Bitcoin, le minage et la société d'État qui gère l'énergie. Et nos placements sont à la Caisse de dépôt, qui est aussi une société d'État. Donc, même si je ne voudrais pas qu'un gouvernement comme le Québec s'immisce, disons, à Bitcoin, ou ici, on n'a pas le choix. C'est pas comme, je sais pas moi, Teacher en Ontario ou Adro One en Ontario, qui serait une compagnie privée qui pourrait s'intéresser à ça dans le fond, pour Leurs épargnants. leurs épargnants, ou mettons à Hydro One, s'il y avait une façon de monétiser de l'énergie en extra, c'est à eux de décider si c'est une compagnie privée. Mais au Québec, comme c'est des sociétés d'État, il y a un gros côté politique. Et donc, il faut que, par défaut, au Québec, le gouvernement n'a pas le choix de s'y intéresser. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner à la fin, mais il faut au moins en parler. Puis la lettre, je pense que c'était ça. C'était une idée de dire, le Québec fait juste pas en parler, fait comme si ça n'existait pas. Bitcoin, ça existe. Il faudra en parler, il faudra prendre des décisions la CDPQ mette des ETF ou du Bitcoin à son bilan. Après, bon, c'est leur décision, mais il faut au moins en parler. Voilà. OK. Donc, en fait, c'est ça. C'est compte tenu que Hydro-Québec, c'est collectivisé, compte tenu qu'on a des régimes de pension collectivisés à travers la CDPQ. Votre appel, c'est d'amener le gouvernement à s'y intéresser parce que si on veut que les Québécois, de façon générale, puissent profiter de cette innovation-là, il va falloir que ça passe d'une façon ou d'une autre à travers ces grosses machines-là. Ben oui, exactement. Si chaque individu gérait son fonds de retraite du Québec, c'est à chaque individu à décider s'ils veulent s'exposer à ce risque, à ce edge-là. Mais là, comme ce qu'on prend sur nos chèques de paye est envoyé pour notre pension au niveau provincial est envoyé à la CDPQ, il faut au moins que les gens, les experts en finance là-bas le considèrent. Pourquoi il y a des centaines de fonds comme ça aux États-Unis qui ont du ETF ou des expositions à
à ces produits-là, pourquoi chez nous, on ne se poserait pas la question? En fait, peut-être qu'ils se sont posés la question. On le sait qu'ils se sont posés la question parce qu'ils ont investi dans Celsius à l'époque pour se donner une exposure à ça, puis ils ont fait le mauvais choix, on le sait. On le dit dans la lettre, ce 200 millions-là qui a été investi dans Celsius, ça aurait pu être, quand Bitcoin était là, il vient de baisser, on le sait tous, ça équivalait, je pense, à 350 millions. Là, on aurait transformé le 200 millions en 350 millions, au lieu d'avoir une perte de 175 millions qu'on a investi dans Celsius. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Celsius, c'est une espèce d'entreprise de finances centralisée qui était liée de près ou de loin. Promettait des rendements astronomiques. C'est là. ça. C'était c'est un Ponzi. Exactement, ça, c'était un réel Ponzi. Voilà. Puis, clairement, il y avait eu un manque de diligence de la part de la Caisse de dépôt et placement. J'avais tweeté abondamment là-dessus lorsqu'il y avait eu ce scandale-là. Je pense que c'était en 2022. Puis, clairement, la faute revient à la Caisse de dépôt et placement, même si ça représentait une partie infime du total de l'argent qui est investi. Ça nous amenait quand même à nous questionner sur le sérieux des démarches qui sont entreprises lorsque vient le temps de faire un investissement. Et ça prouve le point le point économique disant que l'État est un mauvais allocateur de ressources. On l'a vu à la Caisse des dépôts et placements, par exemple, il y a eu des scandales sur les investissements qui ont été faits du côté de l'Inde. Celsius en est un autre. On le voit du côté du gouvernement du Québec avec Nordvolt et tous les investissements dans le secteur de l'énergie verte. Si le gouvernement ne se gêne pas à investir dans ce genre de trucs-là, pourquoi n'allouerait-il pas une partie des ressources du côté de Bitcoin et en faire profiter un peu tout le monde? Ouais, c'est un peu ça, je pense, votre... Tout à fait, tout à fait. Puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, vraiment, c'est là la faiblesse, entre guillemets, du politique, qui est mêlée à tout ça. De un, Bitcoin, ça peut ne pas avoir une bonne presse si la Caisse de dépôt se met à investir un certain pourcentage, puis que Bitcoin, dans cette année-là, il décide de faire un creux. Là, les gens vont critiquer. En fait, c'est peut-être une des raisons. C'est risqué au niveau politique. Puis de deux, pour le côté politique, les investissements que tu viens de parler, et souvent, c'est des angles politiques qui sont donnés. Par exemple, on pense à Nordvolt, on pense à Lyon. C'était clairement des gestes politiques qui ont mené à ces investissements-là. Donc, parfois, l'investissement et la politique, ça fait pas tout à fait bon ménage. Puis je pense que dans ces exemples-là, ça le démontre. Je pense aussi que la Caisse a eu, c'est quoi le rendement cette année? 9 points. Ils ont sous-performé par rapport à leur indice. À leur indice, exactement. Mais quand même, ça veut dire donc ils font pas juste du mauvais, là, on est d'accord, mais peut-être que la partie politique, ces temps-ci, en fait, c'est pas une super semaine pour la partie politique de ces investissements-là, clairement. Mais pour revenir à l'article, en fait, vous semblez dire que le Québec est comme à la traîne. Tu sais, vous comparez le Québec à un chevreuil qui est comme figé devant les phares d'un véhicule, tu sais, qui sait pas quoi faire, est-ce qu'il va se faire frapper ou est-ce qu'il va finalement bondir. Mais dans les faits, il y a peu d'États qui ont adopté, tu sais, Bitcoin comme monnaie ou qui se sont mis à accumuler des Bitcoins dans leurs réserves ou dans leurs fonds d'investissement. Donc, est-ce que le Québec est réellement à la traîne par rapport au reste du monde? À la traîne pour le considérer. Après, tu sais, si le Québec choisit de ne pas embarquer, de pas, c'est des décisions qui seront prises. Il y a pas de problème avec ça. C'est comme ça que ça fonctionne, la gouvernance. Mais oui, il est à la traîne parce qu'on le voit que dans énormément de juridictions aux États-Unis, les États, ils sont en train de regarder s'ils vont faire je pense qu'il y en a 19, peut-être même plus. Je pense pas qu'il y en a encore que c'est le processus au complet est finalisé, mais puis il va sûrement en avoir plein que ça va tomber à l'eau. Mais on voit qu'il y a une volonté d'en parler. Donc moi, je pense que le Québec est à la traîne pour ce qui est d'en parler, de mettre ça sur la place publique, de dire qu'est-ce qu'on fait avec cette bébite-là qui est Bitcoin. Le deuxième point que je veux dire, là où on est à la traîne, c'est qu'il y avait beaucoup d'intérêt chez Hydro-Québec en 2017 ou 2018 pour Bitcoin quand ils ont alloué le fameux bloc de 300 mégawatts. J'ai parlé à l'époque j'ai écrit mon livre, j'ai parlé à des gens que je connais qui sont assez haut placés dans certaines régions pour Hydro-Québec, puis ils me confirmaient que l'intérêt était là. Bon, là, je ne peux pas vous dire précisément où était l'intérêt. Là. Est-ce que c'était pour l'utiliser pour les surplus énergétiques, stabiliser la grid qu'on appelle.
Je suis pas allé jusque-là dans les détails, mais je sais qu'il y avait un intérêt. Puis c'est clairement le politique qui a mis fin à ça. Et même, on a, ça c'est public, on a des articles dans le Journal de Montréal de 2018 qui expliquaient qu'une des raisons pourquoi le deal du 300 MW est tombé à l'eau, c'était parce que sur le comité exécutif ou le conseil d'administration, il y avait quelqu'un de OES, là, qui est une autre blockchain, quelqu'un qui faisait partie du groupe qui avait parti EOS, pardon. En tout cas, cette crypto-là, là, Canada, puis semblait que, bon, ça a mis, l'article semblait dire que c'était une des raisons pourquoi tout ça était arrivé. Donc, c'est comme si le Québec avait été à l'avance, tu vois, puis pour certaines raisons politiques ou de décisions administratives qui étaient peut-être un peu en conflit d'intérêts, de un, le 300 MW est tombé à 50. Et de deux, on n'en parle plus du tout à Hydro-Québec. Là, je pourrais te faire 2 minutes pour te dire, ben, je pense que tu as ça dans tes questions, qu'est-ce que le Québec pourrait faire avec ça, puis je pourrais revenir sur Hydro-Québec parce que Hydro-Québec, c'est super bien, l'énergie est super bien gérée, il n'y a pas trop de surplus, ils n'ont pas besoin de faire comme au Texas, là, on en reparlera. Fait que ça, c'était un des points avec Hydro-Québec. Puis le deuxième point, pourquoi je pense que le Québec est en retard, c'est quand ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'ils font avec la crypto? Ils ont fait le mauvais choix. Et ils sont allés avec Celsius, ils se sont brûlés les ailes, ils se sont dit, hey, on va pas retoucher à ça. J'imagine c'est ce qu'ils se sont dit. Même chose avec Teacher, hein, en Ontario. Eux, c'était FTX. Ils avaient décidé d'investir dans FTX. Puis, ben, tout de suite après, FTX si on rappelle aux auditeurs qu'FTX, le deuxième plus gros exchange s'est effondré parce que littéralement, c'était géré. Ils prenaient les fonds, puis ils envoyaient ça dans une autre division, puis en tout cas, c'était tout qu'un scandale. Et donc, c'est ça, je crois que ça a reculé. Ces deux faits-là, le fait qu'ils aient abandonné le projet pilote pour le minage, puis le fait que la CDPQ a décidé d'investir dans un Ponzi au lieu d'investir dans Bitcoin, ça a fait reculer le Québec. Donc, je pense que le Québec a été à l'avance, a considéré ces points-là, et s'est fait et a reculé pour des raisons soit politiques ou de mauvais conseils ou de mauvais choix, tout simplement. Donc, en réponse, oui, il n'y a pas énormément en ce moment de juridictions qui adoptent, comme tu as dit, mais il y a beaucoup de juridictions qui se posent la question. Et je pense qu'au Québec, on s'est posé la question d'avance et on a fait les mauvais choix. Voilà ma réponse. Mais je pense que les gens se sont posé la question à travers le schème mental d'investissement traditionnel. C'est-à-dire que pour une institution comme la CDPQ, on pense l'investissement à travers les institutions. Donc, on investit dans des entreprises. Ouais. Et je pense pas qu'ils ont les connaissances pour bien saisir ce que représente Bitcoin, parce qu'on est vraiment dans une réflexion qui est au niveau philosophique. C'est quoi la monnaie? Puis quel est le problème que résout Bitcoin? Puis on est encore là, il y a plusieurs personnes qui se questionnent, puis ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler éventuellement. Quel problème résout Bitcoin? Puis je pense pas qu'au niveau institutionnel, on est là. Donc, est-ce que le fait qu'on tire de la patte, le fait qu'on ne s'y intéresse peu, on s'en y est intéressé peut-être un petit peu au début, puis finalement, pour des raisons probablement politiques, on a délaissé cette approche-là. C'est pas causé par le fait qu'au Québec, mais pas juste au Québec, il faut pas généraliser non plus, là, il y a un déficit d'éducation par rapport à ce qu'est Bitcoin, par rapport aux problèmes que résout Bitcoin. Ouais, ben oui, c'est sûr. Je pense c'est peut-être une des raisons que c'est les Bitcoiners en général semblent assez une population homogène. Quand on le regarde de l'extérieur, ça semble être tous des hommes souvent, mais en passant, il y a beaucoup de femmes qui ont de la crypto. Là. On a les sondages, on a les statistiques. Mais bon, le cliché que c'est des gars, puis c'est une passion, puis sont très, ils sont très attachés, puis ils vont le défendre. Clairement, c'est parce que ça attire un type de personne qui va prendre le temps, puis qui va s'y intéresser, puis qui va focusser là-dessus.
je pense que c'est une des raisons pourquoi en ce moment, il y a cette crowd-là qui existe, parce qu'il faut mettre les heures, il faut lire, il faut comprendre. Peut-être que quand ça sera plus tu sais, les gens se servent de la monnaie fiat puis ils comprennent pas comment ça fonctionne, la monnaie fiat. Là, on pourrait faire une vidéo de 3 heures pour expliquer comment ça fonctionne. Mais les gens, ils s'en servent, ils se posent pas de questions parce que c'est une convention, tu sais, les gens. Peut-être qu'un jour, quand on sera arrivé là avec Bitcoin, que ça existera, les gens comprendront à quoi ça sert, tu sais, que c'est une façon de peut-être de se protéger contre l'inflation, une façon les gens qui vont s'en servir parce qu'ils peuvent pas se bancariser pour X raisons. Les autres, ils se posent pas nécessairement toutes les questions où ils n'ont pas fait toutes les recherches pour comprendre comment ça fonctionne, puis c'est quoi l'histoire de la monnaie, puis c'est quoi définir la monnaie. Eux autres, ils s'en servent parce que ça résout un de leurs problèmes. Et justement, au Canada, c'est difficile de voir l'avantage si tu penses que l'inflation, c'est à cause de la guerre à quelque part et la chaîne d'approvisionnement. Si tu penses que c'est ça, tu te dis, ben, ça n'a pas rapport avec la monnaie. Si tu n'as jamais eu de conflit avec ta banque, si tu n'es pas débancarisé, si tu n'as pas de problème à déposer ta paye puis à acheter tes pommes à l'épicerie, tu vas pas comprendre c'est quoi l'intérêt de Bitcoin. Donc, oui, clairement, il y a un déficit d'éducation sur qu'est-ce que la monnaie et à quoi sert Bitcoin. Mais Gabriel, les gens devraient pas avoir. Les gens qui veulent investir dans Bitcoin, je leur conseille de comprendre la majorité pour faire un choix éclairé. Mais les gens qui vont utiliser Bitcoin à terme, on peut pas leur demander de comprendre l'histoire de la monnaie puis à quoi ça sert Bitcoin. Ils vont se servir de Bitcoin parce que ça résout un problème X, puis ils en ont besoin tout simplement. Fait que, tu vois, le problème, c'est que lorsqu'ils vont l'adopter, le problème va être tellement rendu grand qu'ils vont avoir manqué le bateau. Ah, mais OK, pour faire des gains, pour la croissance, mais pas pour l'utilisation. Quand le prix de pas pour Bitcoin. faire des gains, pour sauver les meubles. C'est-à-dire que Bitcoin, ça nous permet quand même de préserver notre pouvoir d'achat à travers le temps, de le J'adore. transporter à travers l'espace. T'as Puis la raison. raison pour laquelle les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas le problème même que Bitcoin vise à résoudre. L'inflation, là, il y a une personne sur 10 qui comprend ça. Ouais. Donc, déjà, s'il y avait moi, c'est un début de ma chaîne, là, d'essayer de faire comprendre aux gens c'est quoi l'inflation, c'est quoi les enjeux économiques, c'est quoi l'étatisme. Puis finalement, Bitcoin devient une espèce de solution à ça. Puis le jour où ces problèmes-là vont être un peu mieux compris, ben peut-être que la solution va l'être aussi. Tout à fait. Ah ouais, OK, dans ce sens-là, je te suis à 100%. Si les gens comprenaient mieux la monnaie puis l'inflation, ils verraient dans Bitcoin, Bitcoin ne serait pas une solution qui cherche un problème. Les gens verraient déjà sauf que moi, ça fait que je te suis. C'est pas une question de gain, c'est une question il va être trop tard pour se protéger des effets de ce qu'on décrit. Ça va. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est qu'une fois si un jour le système brise, OK, s'il y a vraiment un problème avec le système financier international, le système monétaire international, que ça brise, mettons qu'on en arrive là, mais Bitcoin va être là, puis la personne qui va travailler une semaine, puis qui va dire, moi, je veux me faire payer en Bitcoin, elle va pouvoir profiter des avantages de Bitcoin, même si elle ne l'a pas compris. Donc, à tout moment, ça sera un bon moment pour se servir de Bitcoin quand tu vas en avoir besoin, quand ça va régler un de tes problèmes. Je conclus là-dessus. Les gens qui vivent dans des pays autoritaires, des pays qui sont dollarisés, qui n'ont pas leur propre monnaie, des pays où c'est difficile d'ouvrir des comptes de banque, où il n'y a pas de système bancaire, ben, ces gens-là, on n'a pas besoin de les convaincre d'utiliser, disons, des stablecoins crypto, qui c'est une technologie qui permet, avec son téléphone, d'avoir accès à du fiat, mais sans passer par une banque, ou d'avoir accès à Bitcoin, qui, là, ben, c'est le même principe au niveau de pas avoir besoin d'intermédiaires, mais en plus, tu subis pas la dévaluation des monnaies fiat. Fait que c'est comme en deux étapes. Il y a beaucoup de pays en Amérique latine où les systèmes bancaires sont pas généralisés et la monnaie d'État est est pas adéquate, est pas bonne. Ben, ils vont se servir à la base de ces stablecoins sur ces portefeuilles-là qui n'ont pas besoin de passer. Puis peut-être qu'à terme, s'ils voient qu'en plus, il n'y a pas juste leur monnaie d'État à eux qui subit l'inflation, il y a les autres monnaies fiat, même les meilleures monnaies fiat le subissent. Peut-être que eux pourront épargner une certaine partie de leur de ce qu'ils gagnent en Bitcoin pour se protéger. Parce qu'ils doivent se battre contre deux inflations. Leur inflation nationale, après ça, s'ils achètent des stablecoins en USD, ben, il faut qu'ils se battent par rapport à l'inflation vers la devise américaine. Puis bon, Bitcoin est le troisième outil
qui pourraient avoir le troisième palier, la monnaie locale, les monnaies, la monnaie internationale qui serait sur un stablecoin, puis il y a Bitcoin. Ces produits-là existent, puis ils peuvent les utiliser. Mais ça, il faut qu'ils le comprennent. Comme tu disais, pour faire l'étape de Bitcoin, il faut comprendre l'inflation. Voilà. Mais déjà, cette technologie-là, disons juste la blockchain ou les stablecoins, le fait que c'est sans intermédiaire, ça permet à ces gens-là de régler le premier problème qui, eux, soit l'accès à la bancarisation et de deux, la déficience de leur monnaie locale. Voilà. C'est ça, le fait qu'on n'est pas exposé nécessairement, ou on l'est, mais qu'on ne l'est pas de façon extrême, exposé aux problèmes que Bitcoin résout, fait que les gens ne T'as sont pas pas... besoin de l'expliquer, Gabriel, le problème de l'inflation d'une monnaie à quelqu'un en Amérique du Sud qui vit dans un pays C'est où ça, il y a exact. 25% d'inflation. T'as pas besoin d'y expliquer. T'as pas besoin de l'expliquer. Par contre, tous comment dire, les éléments de base qui nous permettraient d'arriver là existent ici aussi, là. Donc, c'est juste que, bon, on a des institutions qui nous permettent de limiter un peu cette dégradation de notre pouvoir d'achat, mais le problème, il est là, mais dans une moindre mesure. Exact. Bon, maintenant, on a dit que le Québec tirait un peu de la patte par rapport à son intérêt envers Bitcoin. Évidemment, notre situation économique et géographique peut-être explique un peu ça. Mais si, disons, le Québec venait à s'y intéresser au niveau politique, au niveau institutionnel, quels sont les avantages économiques qu'on pourrait tirer de ça, finalement, mis à part profiter peut-être de l'appréciation potentielle du prix de Bitcoin? Tu sais, qu'est-ce qu'on en tirerait de ça au niveau de la province, par exemple? Là, ça, c'est la théorie des jeux. Là. Si tout le monde se met à faire des réserves stratégiques de Bitcoin, puis le Québec ou le Canada en fait pas, ben déjà, ça va nous nuire. Je pense qu'éventuellement, c'est une prophétie auto-réalisatrice, là, que si une majorité de juridictions se mettent à allouer un certain pourcentage, c'est comme un hedge, hein, c'est de la gestion de risque. Il y a beaucoup des financiers là, qui deviennent Bitcoiners, là, ils voient souvent ça comme un asymmetric bet. Des gens qui ont tradé là, des bonds toute leur vie, il y a Greg Foss, là, qui c'est un ancien bond trader, c'est un Canadien assez connu dans le monde Bitcoin. Lui, c'est ce qu'il dit. Bitcoin, c'est le meilleur asymmetric bet parce que lui, comme c'est un trader, il pense de cette façon-là en gestion de risque, en risque, en hedgeage, puis il se dit la potentialité de gain est énorme par rapport au risque que c'est. C'est leur. Je pense qu'on est rendu au point où c'est plus risqué de ne pas en avoir que d'en avoir un peu. Là, en passant, évidemment, on va évidemment pas transférer tout le balance sheet de la balance sheet de la CDPQ ou du gouvernement en Bitcoin. C'est pas de ça qui est question. C'est vraiment une question de trouver un sweet spot d'allocation qui serait. Puis c'est pas là, ça sort pas de mon chapeau, puis c'est pas des paroles en l'air. BlackRock a fait cette étude-là pour dire qu'un certain pourcentage, c'est assez petit. Là, je ne sais pas si c'est 2 ou 5% d'allocation dans un portefeuille exposé à Bitcoin, ça augmente le rendement, puis ça affecte très peu la volatilité. Ça reste pareil ou ça l'augmente un petit peu. Donc, ces trucs d'actuariat-là, ces calculs financiers-là existent. Ils sont publics, ces études-là ont été faites. Donc, rendu là, c'est des faits financiers. C'est pas juste moi dans mon sous-sol qui dit « Ah, Bitcoin, c'est cool. » Hein? Il y a vraiment des gens qui c'est leur métier, qui ont fait ces analyses-là. Donc, on n'a pas le droit de pas se poser la question. Après, comme j'ai dit, c'est à eux de prendre des décisions, mais je pense qu'avec ces informations-là, puis en passant, il y a des cellules d'expertise dans les différentes banques en ce moment même au Québec puis au Canada pour la suite. Là. Les banques, RBC offre déjà l'ETF de BlackRock. Et là, éventuellement, ça va se démocratiser. Ils vont offrir des produits comme ça financiers. Donc, une fois que c'est rendu dans le système bancaire, puis l'étape d'après, en passant, ce sera peut-être que les banques fassent du custody, fassent la garde de Bitcoin ou de crypto-monnaie. Là, c'est sûr que c'est une question de gestion de risque, d'assurance, il y a plein peut-être aussi même de réglementation. Ça, il y a encore du chemin à faire, je le sais, mais c'est juste pour te dire que les banques elles sont déjà en train d'évaluer ça parce que quand les géants, donc, le gain pour le Québec, moi, je pense que c'est une question de théorie des jeux.
Éviter d'être laissé derrière. Ouais, Donc, exactement. si tout le monde l'adopte, ben on serait un peu stupide de pas l'adopter, je veux dire, de façon marginale, du moins pour embarquer un peu dans l'autobus puis profiter des gains potentiels associés à ça. Tu l'as dit au début, Gabriel, si au Québec, le gouvernement était minuscule puis il s'occupait du régalien, là, on se poserait pas la question. Je veux dire, le gouvernement, son rôle, c'est d'accumuler des impôts puis d'offrir des services qui sont dans sa juridiction, qui sont dans ses responsabilités. Si le gouvernement était minuscule puis il s'occupait, comme je te dis, juste du régalien, on ne lui demanderait pas de dire, hey, voudrais-tu mettre du Bitcoin sur ta balance sheet? Mais comme au Québec, c'est lui qui gère l'énergie. Il gère l'énergie, puis nos fonds de pension sont... puis même le fonds des générations, tu sais, là, on a parlé de la CDPQ, mais on a parlé du fonds de génération. C'est intéressant de s'intéresser à la mission du fonds de génération. La mission du fonds de génération, c'est de faire baisser la dette. OK? C'est ça la mission propre. Puis, ce qui est bien intéressant, c'est que c'est lié à Hydro-Québec. Quand on lit leur manifeste, là, c'est que ils se servent un peu des avantages qu'on a avec Hydro-Québec. Je pense que c'est Hydro-Québec comme qui verse des dizaines ou des centaines de millions dans le fond pour faire éventuellement réduire la dette. Moi, je vois un lien, là. Réduire la dette, ça a été même mentionné par Trump. Je pense que c'était un peu ridicule ce qu'il avait dit, mais bon, il l'a dit, puis on peut l'analyser. Il avait dit qu'il voulait payer la dette des États-Unis avec Bitcoin. C'est un peu risible parce qu'on peut pas, en passant, on peut pas payer la dette des États-Unis. C'est parce que la dette des États-Unis, c'est le volume monétaire mondial. Si on éteignait la dette des États-Unis en passant, on n'aurait plus de monnaie. C'est ça qui est la dette, c'est la monnaie. Qu'on ne peut pas payer, les États-Unis ne peuvent pas payer leur dette. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent réduire leur déficit. Le problème, c'est le déficit. La dette, c'est juste le volume de la monnaie, puis les États-Unis payent des intérêts dessus. OK. Je fais juste une petite parenthèse sur ce que tu dis. Ouais. Même ça, je veux dire, les déficits là, que font les États-Unis, c'est pas un bug, là. C'est une caractéristique du système monétaire mondial. Oui. Donc, quand ils veulent se battre là, pour éviter les déficits commerciaux, non, c'est normal, ça a été fait comme ça. C'est-à-dire que les États-Unis font des déficits commerciaux, puis ils échangent des billets contre des biens et services. Donc, ils ont exporté leur production à travers le monde. Tout à fait. Moi, je te parlais du déficit fiscal. Ils ne seraient pas obligés de faire du déficit fiscal, mais sont obligés toujours de créer plus de monnaie pour pouvoir payer les intérêts. Fait qu'en résumé, c'est comme ça que c'est ça la nuance, c'est que les États-Unis n'auraient pas besoin de faire 1 trillion ou 1000 milliards ou 2000 milliards de déficit. Ils ne seraient pas obligés de prébalancer leur budget. Pour les déficits commerciaux, tu as raison. En fait, l'idée, c'est qu'ils font produire ailleurs, puis ils profitent du fait qu'ils peuvent imprimer leur propre monnaie pour s'acquérir. Ils échangent du papier contre des biens. C'est un bon Parce que c'est la monnaie de réserve mondiale. Ils exportent leur inflation, littéralement. Mais donc, c'est ça. C'est parce que ce qui est un peu plate aux États-Unis, c'est qu'ils peuvent imprimer de la monnaie, mais malheureusement, pour le côté politique, ils créent des déficits fiscaux. Ils pourraient ne pas le faire s'ils prenaient d'autres. En tout cas, bon, c'est un autre sujet, mais où je m'en allais avec ça, c'est que Trump, il voulait effacer la dette des États-Unis avec Bitcoin, ce qui est risible, on vient d'en parler, mais ça peut nous permettre de mentionner que peut-être que le fonds des générations, s'il faisait un gros rendement, il prend un peu disons, il sert je t'ai dit qu'il y avait un lien avec Hydro-Québec, il sert d'Hydro-Québec pour miner du Bitcoin, disons ça, puis il met ça sur le balance sheet du fonds de génération, puis je sais pas, moi, dans 10 ans, Bitcoin passe de 100 000 à 1 million, ça a déjà, dépendamment combien ils ont stocké, ça a déjà pris. Donc, si tout va bien, si la façon que Bitcoin, la façon qu'on pense que Bitcoin va évoluer, si ça se réalise, ça sera un immense gain pour ce projet-là du Fonds des générations de faire baisser la dette. Ça pourrait directement être lié avec leur mission liée à Hydro-Québec, que Hydro-Québec, disons, pourrait miner avec des surplus. On le couvrira plus tard. Et mettre ça sur... Donc, il y a 3 volets. Il y a Hydro-Québec, la CDPQ, puis le Fonds de génération qui pourrait profiter des avantages de Bitcoin pour accomplir leur mission. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça permettra au Québec de ne pas être laissé derrière. Ça permettra au Québec de profiter des gains potentiels du côté de Bitcoin. Et ça permettra au Québec de potentiellement réduire sa dette si effectivement Bitcoin devient de plus en plus adopté comme monnaie de réserve mondiale. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques associés à ça? Tu sais quoi les risques potentiels, par exemple, si on commence à intégrer Bitcoin
dans l'économie québécoise ou dans la fiscalité québécoise? Les risques principaux pour les pays qui ont la souveraineté monétaire sont très évidents. C'est la perte de la souveraineté monétaire. Tu sais, quand j'ai un ami dans le collectif qui a écrit un article qui sera peut-être éventuellement apparaître sur le dilemme cornélien pour Trump par rapport à Bitcoin. Donc, les États-Unis ont la monnaie de réserve mondiale qui leur, comme on a mentionné tantôt, qui leur permet d'exporter leur inflation. C'est fantastique. C'est le exorbitant privilege, le privilège exorbitant, comme le général de Gaulle, l'avait mentionné. Et si Bitcoin devenait la monnaie de réserve mondiale, ben, les États-Unis perdraient ce privilège. Donc, c'est un peu étrange de vouloir faire la promotion d'une monnaie qui voudrait te voler, t'enlever ta souveraineté monétaire. Mais bon, ça, c'est l'espèce de endgame de dire, OK, le système brise, maintenant tout le monde utilise Bitcoin. Ben, ça, c'est peut-être que ça va arriver. Moi, j'en sais rien. Je pense pas. Mais le Québec n'a pas de souveraineté monétaire. En tant que province, on n'a pas de banque centrale, on n'a aucune monnaie. Mais tu vas voir où je m'en vais. C'est que là, disons qu'on regarde ça, c'est très évident pour un pays comme le Canada ou les États-Unis qui ont une souveraineté monétaire. C'est étrange de passer à Bitcoin. Moi, je pense plus que Bitcoin, c'est un outil pour les individus, pour un hedge par rapport à ce système-là qui crée de l'inflation. Je pense que ça, c'est assez clair. C'est pas controversé de dire ça. Les gens peuvent miser, entre guillemets, sur cet actif-là, puis dire, bah, cet actif-là, on ne peut pas le diluer. C'est une réponse aux fameuses monnaies d'État qu'on dévalue depuis que les pièces de monnaie, depuis la première guerre punique entre les guerres des Péloponnèses entre Athènes puis Sparte, où ils ont fait la première dévaluation parce que ça coûtait tellement cher faire la guerre qu'ils ont dévalué leur pièce de monnaie. Ça part de là, la dévaluation monétaire moins chère. Donc, c'est quoi les risques? Le Québec, comme tu as dit, n'a pas la souveraineté monétaire. Sauf que le risque, c'est... Ben, bon, si disons, Bitcoin remplaçait la monnaie d'État, OK? Ben, le risque, c'est qu'on change complètement de système. Dans notre système actuel, on n'a pas le choix, comme on disait tout à l'heure, de créer plus de monnaie pour payer les intérêts. Puis, les économistes vont vous dire qu'on profite du multiplicateur keynésien, puis que c'est ça qui fait qu'on peut gérer le chômage, gérer les taux d'intérêt, gérer le chômage quand ça ne va pas, on rajoute de la monnaie. Puis notre système est toujours... tu sais, si une maison, ça coûtait 2 fois le salaire annuel, puis que, je sais pas moi, tu gagnes 2000 dollars par mois, puis l'épicerie coûte 150 dollars par mois. S'il y avait de la marge, si les gens gagnaient beaucoup d'argent comparé à ce que ça leur coûte vivre, ça serait pas grave là, que quelqu'un tombe 6 mois au chômage parce que l'usine elle a fermé, puis il n'y aurait pas de danger. Mais là, notre système est tellement optimisé que les gens, ils manquent 2 chèques de paye, puis leur vie s'écroule, ils ne sont pas capables de payer leur hypothèque. Fait que quand tu as ça dans la balance, de dire il faut pas que les gens perdent leur job, sinon le système s'écroule, ben c'est sûr que tu veux avoir accès à de l'emprunt avec de la monnaie magique, puis payer le moins d'intérêt possible pour pouvoir injecter de... Si tu reviens à un système de monnaie dure comme l'or, comme Bitcoin, ben, tu peux plus avoir un système complètement optimisé où tout le monde est à la limite, tout le monde est à la marge, parce que dès qu'il y a un petit sable dans l'engrenage, ça brise, puis là, il faut que le gouvernement intervienne, les too big to fail, tout l'aléa moral, tout ça, ça existe dans notre système, puis c'est là-dedans qu'on est en ce moment. On le voit, là, on est allé jusqu'au bout de l'élastique, là, les 2 parents, il faut qu'ils travaillent. C'est quoi la prochaine étape? Je sais pas, on va faire travailler nos adolescents pour pouvoir payer l'épicerie. C'est bon. Bon, ça, c'est un des problèmes du système actuel. Ben, c'est sûr que si on se basait sur un système de monnaie dure, il faudrait revoir tout ça. Il faudrait revenir à une époque où ben, si ça coûte juste 2 années de salaire acheter une maison, ben, c'est moins risqué de dire, bah, ben, cette région-là, elle avait une usine, ça employait tout le monde. Ben, l'usine a ferme parce qu'elle n'est pas compétitive. Bon, ils vont faire d'autres choses. Ben, ils vont avoir, je sais pas moi, plusieurs mois pour se replacer. Mais dans notre système actuel, quand ça arrive, il faut absolument que le gouvernement intervienne tout de suite. Sinon, toute la région, les gens sont plus capables de payer leur hypothèque. Ben, on risque de voir comment dire, les limites de ce système-là une deuxième fois après la pandémie. Alors là, ce qui se passe du côté des tarifs douaniers, donc on va voir au courant des prochains jours là, si Trump se décide. Donc ça risque encore une fois de mettre beaucoup de pression sur notre système et encore une fois d'exiger une intervention massive des gouvernements
et potentiellement déclencher une nouvelle vague d'inflation. La preuve de ce que je viens de dire, Gabriel, c'est dès que les tarifs ont été juste mentionnés, là, François Legault, il est allé au micro et il a dit « Inquiétez-vous pas, on va vous aider ». Mais ça, c'est la preuve que le système est tellement à la limite qu'il faut toujours intervenir. Puis mon point, c'était que la flexibilité d'une monnaie élastique, ça donne cette possibilité-là. Mais ça cause aussi ce problème-là. Donc, c'est ça le danger. Là, je te parlais de si on avait un système basé sur une monnaie dure comme Bitcoin, ça, c'est les risques. Il faut comprendre que ça change tout le système, qu'on ne peut pas avoir le système qu'on a en ce moment interventionniste dans une monnaie dure parce qu'il faut que ça soit très élastique pour supporter ce que ça donne, en fait, ces systèmes-là, c'est que le gouvernement ou la personne qui gère les flux monétaires, mettons le crédit bancaire, tout ça, ça fait des espèces d'économies interventionnistes centralisées où il y a des instances, que ce soit le gouvernement avec le politique ou les banques qui créent le crédit bancaire qui décident un peu où va, dans quel secteur, où s'en va la monnaie. Donc, si on a un système de monnaie dure, ben, comme tu ne peux pas avoir d'élasticité de monnaie, c'est ceux qui possèdent réellement l'actif qui vont prendre des risques, qui vont décider dans quoi ils vont entreprendre. Donc, ça change clairement la dynamique. Donc, ça, c'est. Là, j'ai parlé de l'extrême de si on fonctionnait en Bitcoin. J'ai juste donné un petit exemple de ça. Après ça, si on fait juste accumuler des Bitcoins, ben là, le risque, c'est que ça tombe à zéro. Il y a l'économiste avec qui j'ai fait débat cette semaine, Francis Gosselin, le mentionnait que Bitcoin, c'est une solution qui cherche un problème, selon lui, et que ça pourrait tout à fait valoir zéro. Si en effet Bitcoin résout aucun problème, puis que la mode passe, ça pourrait tout à fait. Ça ne tombera pas à zéro, évidemment, parce qu'il y a toujours du monde qui vont vouloir en acheter là, à 10$ ou à 15$. Là, ça, j'en doute pas. Mais disons, perdre. Si Shiba Inu n'est pas zéro, je pense pas que Bitcoin. C'est ça. Et on a des exemples déjà, exactement. Il y a des gens qui le gardent pour des raisons nostalgiques, je ne sais pas trop. Mais donc, c'est ça. Donc, si Bitcoin perd sa valeur parce que il y a aussi le risque technologique, s'il y a un bris dans Bitcoin, si, mettons, Bitcoin, finalement, les attentes qu'on a mis en lui de dire c'est un hedge contre l'inflation. Je sais pas, moi, les gouvernements règlent le problème de l'inflation, ils changent leur attitude, ils arrêtent de faire des déficits fiscaux. Ben là, ou que c'est l'or, mettons, les BRICS arrivent avec l'or, puis là, le nouveau système monétaire est basé sur l'or. Ben, Bitcoin va perdre sa raison d'être, va perdre cette utilité-là précise, puis le marché va s'ajuster pour. On a parlé dans notre dernière vidéo, je vais conclure ce sujet là-dessus. On a parlé dans notre dernière vidéo, le Bitcoin, c'est un marché de 2000 milliards, OK? Puis à côté, tu avais l'immobilier, tu avais, je ne sais pas, je me souviens plus combien de dizaines de milliers de milliards. Puis que l'idée, c'est que si Bitcoin va aller grappiller le marché de l'or, le marché de l'immobilier, ben il va grandir. Ben ça, si ça n'arrive pas, si les gens continuent d'investir dans l'or ou continuent d'investir dans l'immobilier, puis il n'y a pas de transfert d'utilité comme ça vers Bitcoin, ben soit Bitcoin va rester à 100 000 ou soit qu'il va perdre l'intérêt puis il va baisser. C'est pas juste magique, là. Il y a des raisons pourquoi le prix monte. Si ces raisons-là ne se réalisent pas, de dire les gens vont préférer épargner en Bitcoin que d'investir dans l'immobilier, ben sa valeur ne va pas continuer à monter. Il y a un dernier point vraiment sur ça. Il faut aussi penser en nominal. Il y a une autre raison pourquoi le prix de Bitcoin monte, c'est la perte de la valeur de la monnaie d'État. S'il imprime 10 prochaines années, il imprime 10% plus de monnaie à l'année, puis il double la masse monétaire, puis on penserait qu'il y aurait cet effet-là se transférerait en inflation. Bitcoin pourrait passer de 100 000 à 200 000 juste avec l'effet de cette inflation-là. Puis en termes nominal, Bitcoin n'aurait pas un plus gros pouvoir d'achat. Tu me suis? Oui, absolument. Tu doubles la masse monétaire en 10 ans, Bitcoin passe de 100 000 à 200 000. Bitcoin n'a pas un plus gros pouvoir d'achat qu'il n'avait à 100 000 aujourd'hui. Fait que ça aussi, ça a fait ce prix. Tu as pu le préserver. Si tu conserves des dollars canadiens ou des dollars américains, t'es foutu, là. Absolument. Ton pouvoir d'achat, il va fondre comme neige au soleil. Ce que je viens de dire par rapport à Bitcoin, c'est que Bitcoin, lui, a conservé son pouvoir d'achat, contrairement à l'unité de compte qui serait le dollar canadien, où lui va avoir perdu la moitié de son pouvoir d'achat. Donc, Bitcoin son prix n'a pas monté, tu n'as pas fait un gain en nominal, en pouvoir d'achat. Tu as fait un gain nominal, mais tu n'as pas perdu de pouvoir d'achat. Puis déjà, juste ça,
c'est un gain pour ceux qui vont avoir détenu du Bitcoin. J'espère. Je sais pas si c'est. Oui, Pour toi et moi, c'est on simple, là, comprend on a ça en absolument. tête, là, mais voilà. C'est-à-dire que Bitcoin va continuer de s'ajuster avec l'inflation. Euh, pour avoir un gain réel, il faut que la prime monétaire de d'autres actifs comme l'immobilier, comme l'or, soit en fait diminue ou disparaît, puis qu'elle se transfère du côté du Bitcoin. Là, on aurait un gain réel. T'as absolument tout bien résumé. Il y a deux volets. C'est juste de un, si Bitcoin reste comme il est, puis ça fait juste compenser pour l'inflation de la masse monétaire de la monnaie d'État. Ben, tu as un gain en nominal, mais tu n'as pas de gain en pouvoir d'achat. Pour que tu aies un gain en pouvoir d'achat, comme tu viens de le dire, il faut qu'il aille chercher des parts de marché dans les autres actifs qui servent de réserve de valeur. Puis là, tu pourrais avoir un gain. Et donc, ma conclusion, c'était que si Bitcoin ne va pas chercher des billes dans ces marchés-là, ben Bitcoin va juste rester comme il est aujourd'hui. Fait que, est-ce que ça serait un risque? Ben non, même si c'était ça, ben là, la caisse, mettons que la caisse fait ça, ben on pourrait dire, ah ben s'il avait investi en immobilier, il aurait fait 8% par année. Là, ils ont investi dans Bitcoin, puis ils ont fait, en fait, si Bitcoin, non, écoute, si le scénario qu'on vient de dire, mettons qu'il imprime 10% en plus, l'immobilier, techniquement, si les gens investissent là-dedans, aurait un plus gros gain nominal que Bitcoin, tu comprends? Parce que si c'est juste 8%, mais tu n'as même pas annulé l'expansion de la masse monétaire. Ouais, écoute, je m'égare, là, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Les autres actifs ne sont pas... l'immobilier aussi, c'est pas exclu que ça fasse, comme je viens de te décrire, de juste compenser pour l'expansion de la masse monétaire. Puis au Canada, à mon avis, c'est le cas parce que l'immobilier est déjà très, très, très haut. Là. Ouais. J'espère que les maisons ne doubleront pas encore dans les 5 prochaines années là, parce que ça va commencer à aller mal. Voilà. Donc, si on résume les risques associés à l'intégration de Bitcoin, que ce soit au Québec ou au Canada, c'est un risque de perdre la souveraineté monétaire si effectivement Bitcoin serait amené à devenir une monnaie une monnaie de réserve là, à l'international. Ouais. Puis au niveau provincial, ben c'est plutôt associé au risque conventionnel de Bitcoin. Donc, s'il y a un bug, si Bitcoin finalement devient un projet qui est abandonné puis tombe essentiellement à zéro. Mais sinon, il n'y a pas de risque réel. En fait, les conséquences sont, à mon sens, beaucoup plus importantes si le Québec fait bande à part et décide de ne pas embarquer dans le bateau. Je sais pas ce que tu en penses. C'est quoi Ah, finalement les conséquences économiques à long terme si on décide de ne pas s'y intéresser? une de mes phrases préférées, je pense que j'ai mentionné au début, c'est que c'est plus risqué de ne pas allouer un certain pourcentage de ses actifs en Bitcoin c'est plus risqué de ne pas le faire que de le faire, à mon humble avis. Écoute, qu'est-ce qui se passerait si toutes les autres juridictions achetaient du Bitcoin puis pas le Québec? Le Québec s'appauvrit peut-être, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'ils font. Ça dépend le coût d'opportunité. Tu sais, si le Québec investit pas dans le Bitcoin, mais fait plein de super bons investissements dans des actifs durs de l'infrastructure, tu sais, peut-être que ça pourrait avoir plus de rendement, entre guillemets, que Bitcoin. Mais là, c'est sûr que s'ils investissent dans Lyon, puis dans Nordvolt, puis dans des systèmes informatiques qui coûtent des milliards de dollars puis qui fonctionnent pas, ben là, on va s'appauvrir. Tandis que, tu sais, si Bitcoin répond aux attentes, fait ce qu'ils pensent qu'on va faire, ben, il n'y a pas beaucoup de risques. Là. À la limite, ils ont juste investi dans un ETF, puis Disons tu que ça sais, aurait été plus payant d'investir 1 milliard dans le Bitcoin que dans Nordfall. oui, ben oui, clairement. On Ben, s'entend, c'est là. c'est facile à dire là parce on le voit, on peut le calculer là, dans 10 ans. Tu sais, là, si dans 10 ans, Bitcoin est un projet raté, les gens vont écouter notre vidéo en disant hey, regarde, Ils vont rire de nous. ils Mais vont rire de nous, c'est sûr, mais en même temps, on prévoit pas l'avenir. Nous, avec les faits qu'on a, c'est la même chose que là, 4 ans, quand quelqu'un disait hey, c'est une bonne idée d'investir dans notre vote, tu regardes, ah ben là, les gens, tu sais, les voitures électriques, ça monte, c'est l'avenir. Tu dis, ben oui, c'est une bonne idée. Puis là, ben, c'est sûr que ça veut pas dire que la personne, là, 4 ans, qui a dit que c'est une bonne idée d'investir dans Nordvolt, avait tort, peut-être avec les informations qu'il y avait à ce moment-là, c'était peut-être une bonne idée. Mais là, aujourd'hui, on voit bien que, tu sais, les ventes de voitures électriques sont pas au rendez-vous. Ça cause tous les problèmes qu'on a vus avec Nordvolt. Donc, c'est toujours facile de critiquer après, mais moi, avec les informations que j'ai, je pense que ça serait définitivement un, une bonne, je ne vais pas dire un bon investissement, je vais dire
un bon hedge. Comment on dit ça en français? C'est une bonne couverture. Si on le prend d'un point de vue financier, ce serait une bonne couverture contre des risques de dévaluation, les risques en ce moment économiques qu'on a avec justement les tarifs. J'ai hâte de voir comment Bitcoin va réagir à ça, mais à mon avis, Bitcoin va peut-être s'en sortir mieux que d'autres actifs parce que Bitcoin n'a pas de frontières, Bitcoin n'a pas... Simplement sur la base de l'analyse de risque et gain potentiel, c'est tellement asymétrique que n'importe qui va en arriver à l'évidence que, OK, si ça fonctionne, c'est comme fois 1000. Si ça fonctionne pas, ben, tu perds ta mise. C'est comme, OK, je vais mettre comme 1% de mon portefeuille, puis si ça marche, tant mieux, comprends? C'est ça. Tu sais que Bruno une analyse Le Maire, de base. Tu sais que Bruno Le Maire en France, c'est le ministre de l'Économie, avait dit, c'est très famous, cette citation-là, par rapport à Bitcoin. Il avait dit que avec crypto ou les Bitcoins, tu fais perdre 3 fois ta mise. Il avait dit ça en ondes. C'est un ministre des Finances, Bruno Le Maire. Fait que oui, comme je réitère ce que tu as dit, le risque, c'est de perdre ta mise. Puis là, tu as dit fois 1000. Bon, écoute, en ce moment, je sais pas. J'ai utilisé un chiffre aléatoire. Basez-vous pas là-dessus, s'il vous plaît. C'est pas un conseil d'investissement, c'est pas une promesse de rendement non plus. Il y a 4 ans, peut-être, peut-être le 10 ans, oui, mais là, maintenant, je sais pas, mais même si c'est juste même si ça passe de 100 000 à 1 million ou de 100 000 à 10 millions comme Saylor, on en parlait dans la dernière vidéo, Saylor prévoit 10 millions dans 21 ans. On n'est plus dans l'optique où ce qu'on va faire fois 1000, on est juste dans l'optique où Bitcoin règle des problèmes, répond à un besoin, puis utilisons-le, même je te dirais au niveau des institutions, parce que comme tu as dit, là-dedans, il y a des spécialistes de la finance, puis s'ils analysent le risque, ça, je pense qu'ils pourraient... BlackRock arrive à la conclusion que là, les gens vont dire, les gens vont dire, oui, mais BlackRock, ils veulent en vendre, c'est ça leur... oui, OK. Mais bon, c'est quand même aussi des spécialistes, puis ils peuvent pas dire n'importe quoi. Voilà. Donc, si disons, il y a une réflexion au Québec là, qui s'amorce, puis que finalement, l'État décide OK, on va allouer une partie de nos ressources là-dedans. Même si, juste, que ces mots-là sortent de ma bouche, j'ai de la difficulté dans la mesure où je trouve que c'est pas le rôle de l'État à faire ça. On est d'accord. À mon avis, la Caisse des dépôts et placements, le régime des rentes du Québec, ça devrait être liquidé. Toutes les subventions d'entreprises aussi. Je pense que c'est le rôle des individus, puis que le rôle du gouvernement, ça devrait juste de faire de l'éducation, puis d'amener les gens à investir et non pas à investir pour eux, compte tenu du fait que quand tu investis l'argent des autres, que tu perdes 1 milliard, on s'en balance, ou que tu perdes un autre milliard dans 5 clics, on s'en balance. C'est eux qui prennent les décisions, c'est pas eux qui absorbent tous les risques de ça. Bref, parenthèse. Mais disons que l'État québécois prendrait la décision là, de se lancer là-dedans. Donc, quels seraient les premiers pas? Vers où ça pourrait commencer cette allocation-là vers Bitcoin? Oui, premièrement, je pense qu'on en a déjà parlé. Il y a trois volets. Ça, c'est mon fils. Bonjour, Philémon. Tu voulais une feuille? OK. Parfait. Tu peux en prendre 2 même. Une? OK. C'est mon fils, Philémon. Donc, je reviens. Moi, je crois qu'il y a 3 volets pour cette réponse-là. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec pourrait faire? Il y a 3 institutions qui sont liées à Bitcoin, à mon avis. Il y a Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, le Fonds des générations. J'ai un peu déjà tout mentionné ça dans le courant de l'entrevue, mais rapidement, je vais parler de ce que Hydro-Québec pourrait faire. L'avantage de Bitcoin pour les compagnies électriques, les producteurs d'électricité comme Hydro-Québec, c'est que ça permet de stabiliser le réseau de distribution. J'ai déjà parlé avec un expert de ça et avec le groupe, là, les Déchaînés, on avait invité un expert, puis il nous avait dit qu'au Québec, il n'y avait pas ce besoin-là. Donc, il n'y avait pas ce besoin-là de stabilisation de la grid parce c'était des experts. Ils ont, comme l'avantage qu'il y a au Québec, c'est qu'ils peuvent fermer les turbines. Contrairement, mettons, à des réseaux où il y a une fournisseur nucléaire, lui, ça fonctionne tout le temps. C'est ça, ça fonctionne tout le temps. Tu peux le fermer, mais c'est pas bon. Puis donc, il y a toujours une espèce de surplus parce qu'ils produisent pour le pic. Hein. Au Québec, déjà, c'est très évident. Là. Nous, on produit, toute les capacités. Notre puissance est faite pour
le 20 janvier à chaque année. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'on a on a beaucoup plus de puissance installée qu'on en a besoin, disons, l'été. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde l'eau. On n'a pas besoin de... Donc, il n'y a pas nécessairement de surplus à passer dans le minage de Bitcoin. Mais il pourrait en avoir une année où, en 2018, ils ont jeté l'équivalent de 18 TWh des réservoirs parce qu'il y avait trop d'eau. Là, ça, c'est fini. Là, on n'a plus trop d'eau, mais on pourrait en réavoir. Donc, une des façons qu'Hydro-Québec pourrait utiliser Bitcoin, c'est au lieu de déverser l'eau ou de fermer des turbines, tu peux miner du Bitcoin avec ton surplus énergétique. Mais là, c'est plus un sujet parce qu'on n'a pas... et là, quand je parle de surplus, je ne parle pas du fait que on va manquer d'énergie là, dans les prochaines années avec l'électrification des transports. On n'a pas assez de capacité d'installer. C'est pas vraiment ça qui est question. C'est que la capacité qu'on a d'installer est d'emblée trop grande pour nos besoins, disons, en plein été, parce que c'est basé sur les besoins d'hiver. Donc, on est toujours en surplus potentiel de production. On pourrait produire, comme le 20 janvier, toute l'année, avoir des surplus puis miner du Bitcoin. Mais pourquoi on ne fait pas ça? C'est que nos surplus sont liés aux réserves d'eau. Donc, si on n'a pas assez de réserves d'eau, on ne pourra pas faire rouler des turbines pour rien, entre guillemets, puis miner du Bitcoin. Donc, il y a ça, cette particularité au Québec. Sauf que, pour l'énergie renouvelable, exemple des panneaux solaires ou des éoliennes, ça, ce qui se passe partout dans le monde, c'est que ça produit le jour ou quand ils vendent, puis ils sont nécessairement obligés d'en installer plus que la capacité. Et souvent, mais il n'y a même pas de débouché pour ces énergies-là. Donc, au Québec, on en a des éoliennes. Ce que je sais, c'est qu'ils sont capables de tout prendre cette énergie-là puis l'envoyer dans le réseau pendant que ça tourne. Et dans ce temps-là, ils coupent les turbines, donc ils ne dépensent pas l'eau. C'est comme ça qu'ils s'en servent. Mais à terme, s'il y avait plus d'énergie renouvelable, solaire, tout ça, une plus grande capacité, éventuellement, on pourrait peut-être dégager un surplus en fait, on pourrait avoir plus d'énergie renouvelable où on n'aurait pas besoin de l'énergie souvent. Okay? Puis on pourrait utiliser, un panneau solaire ou une éolienne, là, ça produit, s'il n'y a pas de, Normalement, il faut que tu carburant. emmagasines cette énergie-là. Ouais, c'est Parce ça. que la plupart du temps, quand on a besoin, il n'y a pas de soleil. Exactement. Sauf que là, les technologies de batterie, je ne suis pas sûr que c'est rendu là. Ça s'en vient. Il y en a qui disent que ça s'en vient, mais pas à ce niveau-là. Puis aussi, j'ai comme ça prend beaucoup de matière là, pour créer ça. Bon, ça, c'est un sujet. Éventuellement, en attendant qu'ils puissent stocker cette énergie-là d'une manière efficace, ils pourraient miner du Bitcoin avec ça. Donc, c'est les deux façons que Hydro-Québec pourrait faire. Et le dernier point, c'est que, tu sais, chaque usine de génération d'énergie, chaque barrage, pourrait avoir un mini cluster de mineurs ça n'a pas besoin d'être prendre. Il ne faut pas que ça prenne toute l'énergie du barrage. Là, et puis, ça pourrait accumuler des bitcoins. Moi, je mine ici, là, je les ai fermés mes mineurs pour pas que ça fasse du bruit, là, mais je chauffe ici, là, puis les bitcoins que je minais, un mineur qui me rapportait 10 cents par jour en 2018 pendant que Bitcoin valait 3000, tu es d'accord que maintenant, ce 10 cents-là vaut 3 piastres. Fait que, je pense que ce genre d'expérience-là, ils voulaient le faire chez Hydro-Québec, mais ils ont été bloqués peut-être pour des raisons politiques. Fait que, je vois pas pourquoi Hydro-Québec, même s'ils n'ont pas de surplus, même s'ils n'ont pas besoin de stabiliser la grid, pourrait pas développer une expertise pour construire des petites usines avec des mineurs à côté. Ça serait rentable. Avec les mineurs dernier cri, ça serait super rentable. Je pense que ça prend une énergie à 8 cents du kilowattheure pour que ça soit rentable. Puis Hydro-Québec, il se le donnerait elle-même. Fait qu'il pourrait produire des bitcoins, en accumuler. Puis l'investissement serait pas énorme, c'est juste une petite salle. Fait que moi, c'est une chose que je conseillerais. Ça pourrait être même fait Hydro-Québec pourrait même créer une division puis le faire à même l'entreprise. Ils font ça au Bhoutan. Ils font ça littéralement ça au Bhoutan. Le Bhoutan, ils ont une start-up qui mine à cours d'eau. Ça, c'est une autre affaire qu'ils pourraient faire. Il n'y a même pas besoin tu peux installer des petites génératrices au fil de l'eau. Ouais. Puis ils font ça au Bhoutan. Pourquoi ils font ça au Bhoutan? Pourquoi le Québec ne pourrait pas le faire? Donc, tu sais, Hydro-Québec aurait l'expertise sur ça. Là, tu vas me dire, ouais, mais ça serait mieux que ce soit une entreprise privée. Oui, sauf que c'est nationalisé au Québec. Donc, pourquoi Hydro-Québec laisserait une entreprise privée faire le profit si ça vient de ses installations. Donc, c'est ça. Donc, tu vends l'énergie à 4 cents, puis
l'entreprise fait ça. Alors, en tout cas, je sais pas. Après En ça, même temps, c'est la spécialisation de l'Hydro-Québec, c'est la créer de l'électricité, produire de l'électricité. Donc, est-ce qu'on veut vraiment que là, elle élargisse son mandat puis qu'elle s'en ouais. aille dans... Le, Tu sais, on peut débattre là-dessus. le danger, là, c'est que Hydro-Québec aurait un avantage à vendre l'énergie le plus cher possible. Puis pour rassurer les gens qui écoutent ça en disant hey, comment ça qu'on gaspillerait notre énergie à miner du Bitcoin qui sert à rien, là, on l'entend souvent. Dites-vous qu'à terme, puis même c'est déjà le cas, il n'y aura pas d'énergie civile qui va être utilisée pour miner du Bitcoin. C'est pas rentable. Il faut avoir une énergie très, très basse. À terme, là, les mineurs de Bitcoin vont miner d'énergie perdue. C'est pour stabiliser des énergies renouvelables qui sont perdues de toute façon. C'est là, là. Au Texas, il y a beaucoup de mineurs, justement parce que leur grid n'est pas optimisé. Puis ils font plus d'argent avec les crédits d'effacement qu'en minant. T'imagines? Dans le sens que c'est mal fait, donc ils ont trop de surplus le jour à cause des énergies renouvelables. Fait que les mineurs utilisent cette énergie-là, puis quand ils ont besoin d'énergie, les mineurs, dans le contrat, les mineurs, il faut qu'ils débarquent, puis là, ils sont compensés pour ça, puis ils font plus d'argent avec la compensation. Et c'est le cas pour moi. Je te conclurai pour le volet d'Au-Québec, je fais la même chose. Moi, j'ai le crédit hivernal. Donc, je vais avoir fait environ 250 de Bitcoin en chauffant ma maison cet hiver avec mes mineurs. Puis, je vais avoir fait 230 en coupant mon chauffage, pas juste mes mineurs, là, mais mon chauffage puis mes mineurs durant les périodes de pointe. Hydro-Québec me compense à 55 cents du kilowattheure que j'efface. Donc, j'ai fait l'équivalent de mon total que j'ai gagné en minant. Donc, je t'explique qu'au Texas, ils ont fait ça. Je t'explique que moi, à hauteur de citoyen, j'ai fait la même chose. Donc, chez vous, quand il fait moins 20 à l'extérieur, il fait moins 10 à l'intérieur. Oui, exact. Non, le truc avec Hydro-Québec, c'est qu'il y a une période d'étalonnage. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu montes le chauffage, mettons, à 22 dans la maison. Puis là, donc, mes mineurs roulent, mon chauffage, il roule, la maison, elle prend de la chaleur. Puis quand il arrive le moment de la période de pointe, tu coupes tout. Puis là, ben, la maison, elle perd 1 degré à l'heure. Puis à la fin du 4 heures, ben, il fait 18 dans la maison. Puis j'ai aidé Hydro-Québec à passer à travers la pointe, puis il me compense. Ça me donne environ 20 par période de pointe. Moi, je trouve ça super cool. Voilà. Donc, on va passer c'était un super bon point, là, surtout je te dirais la première partie où tu as expliqué que Hydro-Québec, finalement, avait pas nécessairement de surplus parce que l'été, elle utilisait l'eau de ruissellement pour remplir ses réservoirs, donc elle pourrait pas fonctionner au potentiel électrique total. Donc ça, c'est super, c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais jamais réfléchi, mais quand tu le dis, ça fait absolument du sens. Donc, il y a pas un surplus d'électricité constant, là. C'est pas comme si qu'on pouvait produire à notre capacité de façon constante. Exact. Par contre, les énergies renouvelables qui vont s'ajouter à travers le temps, donc il y a plusieurs projets d'éoliennes qui ont été annoncés, c'est l'énergie qui est utilisée à la marge, puis qui est 99% du temps complètement inutile. Donc, je veux dire, j'imagine que cette capacité-là devrait être utilisée à d'autres choses. Comment ça marche chez Hydro, c'est que toute cette nouvelle capacité-là, c'est qu'ils gardent l'eau dans les réservoirs puis ils utilisent toute l'énergie des éoliennes. C'est ça le concept qui est bon au Québec. Sauf que où Bitcoin s'intègre, je pense que tu l'as compris, c'est que si une année, à un moment, l'eau pourrait revenir, les réservoirs pourraient... Oui, au lieu d'utiliser comment dire, de déverser l'eau là dans le... Comme ils ont fait en 2018. Donc, c'est OK, ouais. Pour vous expliquer, pour vous montrer la quantité en 2018, je l'ai calculé pour mon livre, là, c'était 18 TWh, OK? Puis le réseau Bitcoin à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, c'était 36 TWh annuels que ça consommait, quelque chose comme ça. Fait que c'était comme littéralement la moitié d'énergie du réseau Bitcoin. Maintenant, aujourd'hui, en 2025, le réseau, ça consomme annuellement près de 200 TWh, qui est littéralement la capacité totale d'Hydro-Québec. Donc, le réseau Bitcoin consomme exactement, c'est 160 quelques, c'est dans les mêmes eaux, là, des 100 quelques térawattheures annuels. Donc, c'est juste pour vous dire que le déversement de 2018, c'était assez pour donner d'énergie à la moitié du réseau Bitcoin de l'époque. Puis aujourd'hui, ça serait à peu près 10% donc, on aurait pu, si on avait eu les machines qu'on avait mis cette énergie-là à Bitcoin, on aurait pu avoir 10 cette année, si on avait eu 18 TWh de surplus comme ça, on aurait pu avoir 10% de tous les Bitcoins minés du réseau dans toute l'année. Clairement, voilà. il y a de ce côté-là, du côté de l'évacuateur de crue, l'utilisation des évacuateurs de crue à l'échelle
des installations d'Hydro-Québec, il y a quelque chose à analyser parce qu'effectivement, au lieu de jeter cette énergie potentielle-là, ben, il devrait avoir à quelque part un endroit où elle pourrait être redirigée vers des mineurs. De toute façon, l'énergie serait gaspillée. Puis ça permettrait au Québec de profiter de ça. Donc, deux dernières questions avant qu'on se quitte. L'avant-dernière, sur Revenu Québec. Alors, dans votre article, vous abordez Revenu Québec. Donc, c'est quoi le problème entre Revenu Québec et Bitcoin? Puis comment la réglementation fiscale pourrait être adaptée afin de mieux encadrer Bitcoin? Oui, il y a trois problèmes. Le premier, c'est le fait que pour le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, les échanges entre cryptos, c'est comme du troc. Et donc, tu dois déclarer, disons, si tu échanges du Bitcoin contre l'Ethereum, ça fait un événement fiscal. Ça déclenche un événement fiscal. Le problème avec ça, c'est que c'est littéralement de la taxation de gains non réalisés. Parce que quelqu'un qui transfère ses bitcoins en Ethereum, il les a pas cachés, là, il n'a pas obtenu c'est juste, ça reste juste là dans le virtuel, dans son compte. Il a pas obtenu les profits, là, tu sais. Donc, il faut qu'il paye de l'impôt sur ça. Puis après ça, ben, il faut qu'il paye l'impôt sur le prix, le gain qu'il a fait au moment où il a fait la transaction. Puis après ça, Bitcoin ou Ethereum peut baisser. Puis il va avoir payé de l'argent qu'il n'a jamais eu. Il faut le gars qui paye en dollars canadiens au gouvernement. Puis ça se peut qu'il ne voit jamais la couleur de cet argent-là parce qu'il n'a pas réalisé ce gain-là, ce gain virtuel-là entre les deux cryptos. Donc, ça, dans plein de juridictions, c'est pas un événement taxable. Bon, moi, je fais pas de trading là, de cette façon-là. Moi, ça m'importe un peu, mais je peux absolument le souligner que c'est très étrange. Il y a littéralement l'imposition de gains non réalisés, de gains en dollars canadiens non réalisés dans le monde de la crypto en ce moment. Ça, c'est très étrange. Ça devrait changer, à mon avis. Ça devrait être, quand c'est transféré en dollars, qu'on devrait l'imposer. Le deuxième truc étrange, c'est que les gains se calculent sur une espèce de prix moyen et c'est compliqué pour les gens de faire des déclarations s'ils sont sur plusieurs plateformes parce que si tu as, disons, tu fais du trading sur plusieurs plateformes, tu peux recevoir un rapport, tu sais combien ça t'a, tu sais, tout ça, tu peux faire un calcul puis dire au gouvernement, je vous dois X. C'est assez simple. Mais les gens qui font du trading ne peuvent pas faire ça parce que s'ils ont plusieurs plateformes, parce que là, le prix qu'ils ont acheté et le prix qu'ils ont vendu, il faut qu'ils le fassent sur une espèce de moyenne, une espèce de prix moyen. Puis, il faut que tout qu'ils refassent des espèces de calculs avec un logiciel pour savoir à la fin combien ils doivent au gouvernement. C'est très, très complexe pour rien, en fait. Il y a un expert fiscaliste qui me disait qu'aux États-Unis, en fait, il y a ce genre de principe-là que le prix moyen, c'est par plateforme. Tu sais. Ça règle l'espèce de problème. Fait que ça serait la deuxième chose de ces espèces simple. Ceux qui déclarent leur gain en crypto, essayons de leur simplifier la vie. Là, tu sais, parce que je pense que le taux de compliance n'est pas super élevé là, selon des discussions que j'ai eues avec des fiscalistes. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne doivent pas le déclarer ou qui ne veulent pas le déclarer, mais éventuellement, le gouvernement. Il faut le faire. Oui, il faut le faire, puis le gouvernement a accès aux données là, des exchanges et ils peuvent demander, hey, ils ont le droit de demander, David Saint-Onge, tu fais des transactions, c'est quoi? Donc, ils ont accès, fait que moi, je dirais aux gens, puis là, ils ont sorti là, ils ont sorti les données sur les amendes, là, puis si tu remplis pas le formulaire, c'est 25 par jour. Je l'ai pas en tête, là, mais il y a un prix par jour que ça coûte que si tu fournis pas les informations à un maximum de 2500 puis il y a un prix de 100 par omission. Donc, si tu oublies une transaction, je sais pas, moi, j'ai acheté une bière dans une conférence avec des amis à 4 euros. Ben, si je le déclare pas, que j'ai fait cette transaction-là, ben, ça va me coûter 100 donc, moi, je suis inutile de dire que je vais le déclarer. Et cette année, il va falloir dire que si on en possède ou pas des cryptos en passant, ce qui était différent de l'année, il fallait juste dire s'il y avait eu un déclenchement d'événement fiscal. Là, cette année, c'est est-ce que tu possèdes la crypto? Ça se peut que tu puisses dire oui, puis tu n'as rien si tu n'en as pas vendu, tu n'en as pas acheté, tu n'as rien à déclarer. Puis il va falloir fournir les transactions aussi. Ça, c'est un autre point, mais je ne vais pas embarquer là-dedans. J'ai un dernier point pour les demandes que je ferai à Revenu Québec. C'est éventuellement, il va falloir trouver une façon de rendre ça plus simple
pour que j'aille pas à déclarer mon achat d'une bière dans une conférence. Comme là, moi, je dépense pas beaucoup de Bitcoin parce que justement, ça déclenche des événements fiscaux et c'est compliqué. Mais évidemment, quand je vais dans une conférence en Suisse puis qu'il y a une pompe à bière que tu peux payer en Lightning, on le fait. Fait que là, je paye en Lightning, ça me coûte 5 euros, je bois ma bière. Ben là, moi, ça, il faut que je le mette dans ma déclaration d'impôt avec mon comptable. T'imagines le overhead de gestion quand tout ce que j'ai fait, c'est dépenser 5 euros, que ça vienne de. Là, quelqu'un va dire oui, mais David, tu avais acheté ce Bitcoin-là. Ben, j'ai pas ce Bitcoin, là, je suis pas riche en Bitcoin, moi, en passant. Mais cette fraction de Bitcoin-là, tu l'avais payé 10 $, puis là, maintenant, ça vaut 100 $. C'est normal que tu payes le gain en capital. Oui, c'est sûr, si un jour je vendais mes Bitcoins, je vais payer le gain en capital, il n'y a pas de problème. Il faudrait trouver une façon, un Oui, mais par seuil, quelque exemple, chose. si tu regardes au Portugal, là, si tu as une détention de plus de 365 jours, il n'y a plus de gain en capital. Ben, c'est ça que je veux dire. Mon point, là, j'ai peut-être fait un grand détour, mais il faut trouver une façon de soit mettre un seuil, soit un nombre de jours. Tu sais, je comprends là, ton truc de détention de 365 jours, mais c'est quel UTXO que j'ai dépensé? Tu sais, j'ai-tu dépensé l'UTXO que j'ai acheté avant hier ou le UTXO que j'ai eu il y a 4 ans? Je ne gère pas ça là, nécessairement dans mon portefeuille. Tu peux, mais il va Mais falloir ça, c'est une clarifier ça. particularité québécoise. Parce que pour quelqu'un qui habite en Alberta, ça s'applique pas, ce genre de truc-là. De Ben, tu sais, des formulaires dont tu parlais, puis de le, rapporter toutes les Ouais, transactions. Au- le formulaire, tu as raison, c'est spécifique au Québec, mais le fait de déclarer ton gain en capital Oui, sur ta oui, non, transaction, non. ça, Oui, c'est oui, ça, c'est partout. clair, c'est à l'échelle du Canada. Mais pour ce qui est de déclarer les transactions, ce genre de trucs-là, ça émane de Revenu Québec, ça émane Exact. pas de Revenu Canada. Non, ça émane de Revenu Québec, puis c'est OK, nouveau de cette année. OK, OK, Mais de OK. toute façon, ce qui est étrange dans ce que Hydro-Québec demande, c'est qu'il faut déclarer en Revenu Québec. amont. Oui, oh, mon Dieu, merci. Revenu Québec, il faut le déclarer en amont. Normalement, quelqu'un qui fait du trading crypto devrait avoir tous ces trucs-là dans ses dossiers. Puis s'il se fait auditer, il faut qu'il dise, ben oui, voici mes transactions. Ça, je comprends ça. C'est normal, c'est la base. Mais là, il va falloir fournir ça en amont. Et là, c'est Il n'y a très pas une étrange. volonté de surveillance? Ben, en fait, c'est ça, c'est que non, ce que le fiscaliste m'a expliqué, c'est que dans la plupart des autres systèmes financiers comme ça, il y a un organisme, il y a des banques, puis ils peuvent les interroger, dire Hey, David, qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, dans le monde de la crypto, oui, il y a les exchanges, ils peuvent les interroger, mais tout ce qui est dans la DeFi, tout ce qui est pair à pair, ben, ils ont pas de vision. Fait qu'ils veulent, ça repose sur l'individu d'être en compliance. Là, donc, donc, moi, je comprends qu'il faut que l'individu qui fasse du trading ait ses transactions, mais ce que je ne comprends pas, c'est de les envoyer en amont au gouvernement. Moi, je vois un risque sécuritaire. Là. Je vois un risque parce que tu as juste. Tu sais, tu n'as pas besoin de mettre les montants, OK? Tu n'as pas besoin de mettre les montants dans la transaction. Fait que là, ils vont dire, ben, tu sais, c'est pas intrusif. Mais non, mais si je mets des. Si je mets Même des. en blockchain, tu fais C'est les ça. pouvoirs. Si j'ai accès à 10 transactions, même sans les montants, je peux peut-être identifier puis savoir c'est quel portefeuille. Là, tu peux faire la triangulation, il y a vraiment pas de difficulté avec ça. Fait que, puis, là, ça va se retrouver dans une base de données au gouvernement. On sait à quel point c'est sécuritaire, les bases de données. Hein. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est un risque. Je ne comprends pas pourquoi il faut les fournir en amont. Je comprends qu'il faut que les gens fassent le travail des avoirs. Ça va. Fait que ce serait peut-être la deuxième chose. On ne comprend pas dans le collectif pourquoi il faut fournir les transactions en amont. Et pour conclure le point précédent, il faudrait éventuellement trouver une façon de gérer ça pour que ça soit juste pour tout le monde, que les gens déclarent leur gain en capital. On vit dans une société où on paye des impôts. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il ne faudrait pas que j'aille faire du overhead de fou quand j'utilise ça comme un moyen de paiement pour faire une transaction à 30$, que ça déclenche des frais avec mon comptable pour. Sinon, je ne vais jamais payer en Bitcoin. Personne ne va jamais payer en Bitcoin. S'il faut à chaque fois que ça fasse une ligne dans C'est ton peut-être un rapport des d'impôt. objectifs aussi de l'État. Faut pas se leurrer. Voilà. Dernière question. Donc, le Bitcoin, c'est souvent perçu comme justement un instrument de liberté individuelle, de souveraineté économique. Donc, on n'a pas besoin de passer à travers l'intermédiaire des banques. Il n'y a personne qui peut le censurer. En opposition aux monnaies étatiques, qui sont contrôlées par les États, par l'intermédiaire des banques. On l'a vu, par exemple, durant la manifestation des camionneurs, on a gelé des comptes de banque. Si t'es pas en ligne avec comment dire, l'opinion de l'État ou ce que l'État veut, peu importe. Puis, moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui explique la montée d'un mouvement là, qui plaide pour que l'État, qui
traditionnellement est garant du monopole monétaire qui est employé pour taxer le pouvoir d'achat des gens, là, adopte lui-même le Bitcoin. C'est pourquoi les Bitcoiners veulent que l'État s'embarque là-dedans, que ce soit aux États-Unis avec la réserve là, de Bitcoin, que ce soit au niveau des États aux États-Unis, maintenant avec vous, avec votre lettre qui plaide pour ça, de demander à l'État, tu as un peu expliqué, tu as un peu donné des indices de réponse là, au cours de notre entrevue, mais moi je veux comprendre pourquoi on a cette volonté-là, pourquoi on veut que l'État embarque là-dedans, alors que l'État, dans un certain sens, c'est l'ennemi, c'est l'État qui nous prive de notre pouvoir d'achat via l'inflation. Hey, je te suis, hein. Je te suis 100%. Moi aussi, c'est une dualité. Puis dans plein de cercles de Bitcoin, il y a des mimes là-dessus, là, tu sais, genre que le côté libertarien de Bitcoin, hein, tu sais, Bitcoin, c'est la monnaie sans État, séparons la monnaie de l'État. Puis après ça, le milieu là-dessous, tu sais, t'as quelqu'un qui supplie à l'État, ah oui, achetez mes Bitcoins, là, ça va faire monter le prix. En effet, il y a tout à fait cette dualité-là qui existe. Moi, moi, comme tu as mentionné, j'ai un peu donné des indices du fait que ben, la particularité du Québec, c'est que les institutions qui devraient s'y intéresser sont étatisées. Donc, il va falloir que l'État se pose la question par la bande parce que c'est elles qui tiennent les règles, les rênes d'Hydro-Québec, du Fonds des générations et de la CDPQ. Donc, ils n'ont pas le choix de se poser la question. Et l'autre idée, c'est comme il y a d'autres juridictions qui s'y intéressent, il y a une notion de théorie des jeux pour pas être laissé derrière, comme on a un peu parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça va, si l'État, si la CDPQ allouait pas un petit pourcentage en Bitcoin, est-ce que ça va appauvrir les Québécois? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, j'ai pas la réponse, hein. On en a discuté tout à l'heure, c'est un asymmetric bet qu'on appelle. Il y a plus de risques, à mon avis, de ne pas en avoir que d'en avoir en ce moment. Mais après, les gens, si on enlève le politique du truc puis on laisse juste les chiffres parler, je pense que les financiers à la caisse de dépôt ils devraient être capables de répondre à cette question-là. Il faut à tout le monde qui se pose la question puis qui y répondent, puis ils assumeront leur choix. Si dans 10 ans, Bitcoin, comme on parlait, a grappillé une grosse partie du marché de la réserve de valeur, ben, ils auront à répondre pourquoi ils l'ont pas fait. Puis si, si Bitcoin a un gros problème dans les 10 prochaines années, puis ça s'effondre, ben, ils pourront dire, ah ouais, nous autres, on est des génies, on l'a pas fait. Mais il faut se poser la question. Pour la Au même. moins, il faut en discuter. Ben C'est oui, un peu ça. c'était ça l'idée de la lettre. Vraiment, c'est juste ça. Puis, tu sais, le titre, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant dans les médias. Puis, en passant, ça a été publié dans Le Devoir, ce que je trouve super intéressant. Merci au Devoir de nous avoir laissé la place. Le titre, tu sais, je pense qu'il était évocateur, le chevreuil. Les commentaires dans l'article, je t'inviterais à aller les voir. Je vais aller voir. 10. Ouais, tu iras les voir. C'est les commentaires des lecteurs du Devoir, donc on sait de quel côté ça penche. C'est super intéressant, c'est rempli de poncifs, là, comme on appelle, c'est rempli de clichés, mais c'est intéressant de voir leur réaction épidermique. En lisant ça, je sentais un peu comme si on avait souillé leur beau journal là, d'un côté de Exactement, le mentionner Devoir ça. qui est connu comme étant un média de gauche, là, Exact, exact. Mais militant, donc je répète, hein, c'est ça la discussion publique, là. Moi, je pense que des deux côtés, il faut parler des sujets qui intéressent les deux côtés. Je suis très, très heureux que le Devoir ait accepté de publier cette là. Ça fait parler. Donc, la réponse à ta question, c'est qu'il faut juste en parler. Après ça, exactement comme toi, moi, je préférerais que ça aille pas ça n'ait pas à se rendre jusqu'à l'État, mais, je pense que c'est la 10e fois que je le dis, comme au Québec, les institutions qui devraient s'y intéresser s'y étaient privées, disons un fournisseur d'énergie, un fonds de pension, c'est sûr qu'il faut que ça s'intéresse à Bitcoin, il faut que ça se pose la question. Au Québec, c'est l'État qui le gère, donc il faut par la bande que l'État s'intéresse au sujet. C'est ma réponse courte. Voilà. sur ça, David Saint-Onge, on peut, comme à l'habitude, te rejoindre sur X. Sinon, il y a ton livre Tout sur Yes. Bitcoin et aussi ton livre Tout sur ChatGPT qui ont été publiés, disponibles sur Amazon. Je te remercie encore une fois de ta participation. Je vous félicite d'ailleurs pour votre lettre là, avec le collectif les Déchaînés dans le Devoir. C'est super. Pour ceux qui l'ont pas vu, ben, simplement écrire Bitcoin le Devoir. J'imagine que ça va être dans les premiers résultats de recherche qui vont sortir. Alors David, j'ai bien hâte de te reparler probablement dans une prochaine discussion. Encore une fois, merci de ta présence. Au revoir, à la prochaine. Merci, Gabriel. Au revoir tout le monde.